Vous avez un problème là? Non, non, allez-y pas. Non, non, c'est bon. En même temps, et la caméra l'a fait. Voilà, je t'en prie. Je me mets en retrait. Bah, merci. Quoi, chef? Oh, bah non, mais écoute, reste là. Non, non, merci beaucoup. Et merci à vous. Je vais lancer notre débat à partir d'une réflexion sur le salaire. Mais on abordera aussi la question de la maîtrise du travail et du fait de donner sens au travail. Mais je vais démarrer par le salaire. La rémunération dans le capitalisme, c'est ce que Marx appelle très justement le prix de la force de travail. Alors qu'est-ce que c'est que le prix de la force de travail? Vous prenez un travailleur type du capitalisme, c'est-à-dire un travailleur indépendant. Les travailleurs que la bourgeoisie capitaliste préfère, c'est les indépendants. Prenez un agriculteur pris dans l'agro-business, un agriculteur FNSEA, on va dire. À 30 ans, il a plusieurs centaines de milliers d'euros de dettes, et donc la valeur qu'il va produire va être largement ponctionnée par les actionnaire de la banque prêteuse. Ensuite, il a des fournisseurs, prenons Bayer, qui, à travers les prix qu'il lui impose, ponctionne aussi la valeur qu'il produit. Et puis il a des clients, Lactalis ou la centrale d'achat de Carrefour, qui là aussi, à travers les prix qu'il lui impose, ponctionne la valeur qu'il produit. C'est pour cela que la bourgeoisie capitaliste adore les travailleurs indépendants, parce que comme prêteur, comme fournisseur ou comme client, il l'exploite. Exploiter, c'est ponctionner une partie de la valeur produite par le travail d'autrui. Et qu'est-ce qu'il lui laisse? Une fois qu'ils lui ont piqué la valeur qu'il a produite pour l'essentiel, il lui laisse de quoi être encore au boulot demain. Entre autres pour rembourser ses dettes. Et donc, ça, c'est la rémunération capitaliste tout à fait typique. De quoi satisfaire les besoins liés à une activité. Pour faire telle activité, j'ai tel besoin, eh bien, la rémunération capitaliste reconnaît les besoins liés à une activité. Prenez maintenant un jeune diplômé qui va être embauché sur un CDD de mission, un contrat de mission, un contrat de chantier, un contrat de projet. Pareil, sa rémunération, c'est pour qu'il fasse telle tâche. La forme capitaliste de la rémunération, c'est toujours en fonction d'une activité, d'une tâche précise. Prenez maintenant un porteur pour faire telle tâche, c'est le prix de la force de travail. Tel que Marx définit très justement la rémunération capitaliste. Le prix de la force de travail, c'est les besoins dont je suis porteur pour faire telle tâche. Alors, la confusion avec la suite vient de ce que Marx va appeler ça le salaire. Parce qu'il utilise le mot courant qui est à la disposition des savants du XIXe siècle, qui s'appelle salaire. Et c'est un mot qui n'existe que dans la langue savante, qui n'existe pas du tout au quotidien. Personne ne parle de salaire, personne ne parle de salarié. Évidemment, c'est un mot qui va être inventé au XXe siècle. Il n'y a aucune institution du salaire, mais pour désigner la rémunération capitaliste, qu'il définit très justement comme le prix de la force de travail, Marx va utiliser le mot salaire. Et une certaine façon de ânonner Marx conduit à répéter 150 ans plus tard que le salaire, c'est le prix de la force de travail. Ça, c'est ânonner Marx parce que, très précisément, le salaire, c'est une invention du XXe siècle. Il va s'instituer au XXe siècle, au point que les travailleurs, qui était le seul mot existant au XIXe, vont être définis comme des salariés.
dans la langue courante. Et le salaire tel qu'il s'institue au XXe siècle se construit contre le prix de la force de travail. Le salaire se construit contre la forme capitaliste de la rémunération. Le salaire est une institution anticapitaliste. Hannon et Marx s'est posé le salaire comme l'institution par excellence du capitalisme. Ce qui est absurde, c'est nier qu'il y a une classe révolutionnaire. C'est nier que les travailleurs organisés ont été capables de s'opposer à la rémunération capitaliste et de le faire de façon victorieuse. C'est penser qu'il n'y a qu'une seule classe pour soi, la bourgeoisie capitaliste, et qu'en face il y a des victimes. C'est penser que le capitalisme est un système qui génère des victimes. Ce qui est le contraire de la pensée de Marx. Marx n'est pas du tout un penseur de la domination. Il ne définit pas du tout le capitalisme par la domination, pas du tout. Marx est un penseur de la contradiction. Et c'est sa force, c'est en cela qu'il nous éclaire. Le capitalisme, c'est pas une structure de domination qui génère des victimes. Et le rôle d'anticapitaliste, ce serait d'être solidaire de victimes. Parce que quand on est solidaire de victimes, c'est qu'on a renoncé à être révolutionnaire, précisément. Marx définit le capitalisme comme une contradiction au travail, comme tout mode de production, demeurant le féodalisme, l'esclavagisme, ce sont des contradictions à l'œuvre, et dans lesquelles une classe révolutionnaire se construit. Alors, à grand effort, avec des hauts et des bas, avec des reculs, enfin, etc. Tout ça, c'est une construction séculaire, bien sûr, qui va instituer une alternative à la classe dirigeante. Et cette institution, c'est quelque chose qui s'observe. Alors, comment est-ce que Marx et Engels, dans l'idéologie allemande, définissent cette institutionnalisation concrète d'une alternative au capitalisme? Ils le définissent comme le communisme. Le communisme, disent-ils, c'est le mouvement réel par lequel, dans la lutte de classe, nous sortons du capitalisme. Le communisme, ils sont extrêmement cinglants là-dessus, ce n'est pas un projet, c'est pas un idéal, c'est pas une visée, c'est pas quelque chose qu'on voudrait construire en ayant une idée derrière la tête. Le communisme, c'est un mouvement empirique qui s'observe dans toutes les sociétés capitalistes. Toutes les sociétés capitalistes sont en train de construire le communisme dans la lutte de classe. Chacune à sa façon, de même que la bourgeoisie a construit le capitalisme dans toutes les sociétés féodales, mais avec des différences locales selon les formes que prend la lutte de classe. Donc, poser que le salaire, c'est le prix de la force de travail, c'est nier qu'il y ait un mouvement réel du communisme. C'est s'inscrire dans une vision extrêmement dangereuse de la société dans laquelle la domination l'emporte, dans lequel un système avec un grand S n'a en face de lui que des résistances ponctuelles, incapables de se poser en sujet macro-social, capable d'instituer une alternative, capable de sortir la société du mode de production dans lequel elle est engluée. Et la classe révolutionnaire, c'est donc précisément celle qui est en train de se construire elle-même en construisant, en instituant, sous des formes qui s'observent concrètement, le communisme. Le communisme, c'est une réalité empirique.
Quelle forme prend le communisme en France? Eh bien, précisément, j'ai observé, parce qu'il y a d'autres lieux de construction du communisme, bien sûr, mais j'ai observé comment la rémunération a été sortie partiellement, évidemment. Encore une fois, le communisme est un mouvement séculaire, tout comme la construction du capitalisme par la bourgeoisie, ça a été un mouvement séculaire, bien sûr. Comment donc les travailleurs organisés ont été capables de subvertir la rémunération capitaliste, ont commencé à remplacer la reconnaissance des besoins dont je suis porteur pour faire telle tâche en tout à fait autre chose qui est communiste, et cette autre chose s'appelle le salaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez, dans la phase de réaction capitaliste que nous connaissons depuis les années 70, depuis les années 70-80, vous avez une telle attaque contre le salaire. Prenez, pour prendre l'exemple le plus récent, le culot qu'a Macron d'appeler hausse du SMIC précisément son contraire, parce qu'il ne veut pas entendre parler de hausse des salaires, ça c'est absolument impossible, mais il ne veut pas entendre parler de salaire en général, pour donc promouvoir son contraire, c'est-à-dire l'accélération de la hausse de la prime d'activité qu'il fait tout de suite, alors qu'il avait prévu de le faire sur les 3 ans qui viennent. Là, on a un des témoignages, mais permanent, sur le fait que l'institution communiste contre laquelle se bat en permanence la classe dirigeante, c'est le salaire, qui en aucun cas n'est une institution capitaliste. Autour de quel mot la CGT a-t-elle construit le salaire, puisque le salaire est une construction de la CGT. Elle a construit le salaire, elle s'est construite elle-même d'ailleurs, elle s'est instituée à la fin du XIXe siècle pour lutter contre le prix de la force de travail. Contre le fait que nous soyons considérés comme des êtres de besoin, des mineurs économiques qui sont porteurs de besoins pour faire telle tâche. Le mot-clé autour duquel elle va construire le salaire comme institution communiste, c'est la qualification. La qualification, c'est un enjeu de classe, totalement récusé par la bourgeoisie capitaliste. Alors, une des façons pour elle de le récuser, c'est de rendre la chose insignifiante. Je pense qu'assez spontanément, quand vous entendez le mot qualification, vous pensez diplôme. Ça, c'est la façon dont la bourgeoisie rend insignifiante la qualification. En entretenant, mais de façon totalement délibérée, bien sûr, la confusion avec la certification. La certification, le diplôme, n'a rien à voir avec la qualification. La certification, elle atteste que son titulaire sait faire tel travail concret, sait faire telle tâche précisément, qu'il a telle compétence. Là, nous sommes dans la certification. Tâche, activité concrète, travail concret, compétence, tout cela, nous sommes dans la certification. Ça, la bourgeoisie adore, puisqu'elle mobilise nos compétences, précisément. Mais ce qu'elle ne peut pas supporter, en revanche, c'est la certification, c'est la qualification, pardon.
Alors sur la certification, il y a des bagarres, bien sûr, hein, de démocratisation de la certification. Mais il n'y a pas d'obstacle de principe de la bourgeoisie capitaliste au fait que les personnes soient reconnues comme titulaires d'une certification. Il n'y a pas d'obstacle de la bourgeoisie au fait que les personnes soient diplômées. Encore une fois, nous devons nous battre en permanence pour que ces diplômes soient démocratiquement distribués, mais l'attribution aux personnes d'un diplôme, il n'y a pas d'obstacle de classe à cette affaire. En revanche, il y a un refus absolu, mais absolu, de la bourgeoisie que les personnes soient titulaires d'une qualification. Alors c'est pour cela qu'elle entretient la confusion entre certification et qualification, pour que le débat ne porte pas sur la qualification, ce dont elle ne veut pas entendre. Alors c'est quoi Alors la qualification, c'est ce qui renvoie à la valeur. C'est pour cela que j'ai fait ce long excursus, parce que nous confondons en permanence richesse et valeur, et c'est le capitalisme qui nous le fait confondre. Puisque le capitalisme, il joue sur l'abondance de la richesse. Vous comprenez? Oh là là, l'abondance de la richesse. Il joue sur le travail concret, il joue sur les diplômes, il joue sur la certification, il joue sur les compétences, etc., etc. Il nie que nous soyons porteurs de la valeur. Puisque la bourgeoisie capitaliste se garde le monopole de la valeur. La valeur, c'est notre affaire, dit la bourgeoisie capitaliste. C'est nous qui définissons ce qui vaut dans ce qui est produit. C'est nous qui définissons ce qui est travail. Parce que quand le mot travail n'a pas de qualificatif, je cherche du travail. C'est le travail abstrait en tant que producteur de valeur. Or, le travail abstrait, en tant que producteur de valeur, la bourgeoisie capitaliste en a, ou espère en garder, le monopole. C'est elle qui désigne qui travaille, on doit mouiller, elle embauche, elle licencie, ou elle reconnaît que tel travailleur indépendant travaille, tel travailleur indépendant travaille, puisqu'elle exploite ce qu'il produit, donc il travaille. C'est elle qui décide ce qui est produit, c'est elle qui décide comment c'est produit, c'est elle qui décide où c'est produit. C'est elle qui tient le travail. Hein. Quand le mot travail n'a pas de qualificatif, c'est le travail abstrait. C'est le travail en tant que producteur de valeur. Et ce travail-là, il n'est jamais mis en débat public. En permanence, la bourgeoisie nous amuse avec la richesse. En permanence, elle nous amuse avec le travail concret. Mais elle se garde bien d'instaurer un débat sur le travail. C'est précisément de mettre sur la scène publique le débat sur le travail abstrait. Or, c'est ce que va faire la CGT en inventant le salaire à la qualification. La qualification, c'est indice 575. Voilà une qualification. C'est corps B, 6e échelon. C'est OHQ. OQ3. ETAM. La qualification, c'est une abstraction. Ça n'a rien à voir avec l'activité. La qualification, elle ne mesure pas l'activité. C'est en ce sens que le salaire est une institution anticapitaliste, puisque ce n'est pas la mesure de mon activité qui décide de ma rémunération. Tout l'enjeu de la construction du salaire par la CGT au XXe siècle a été d'abstraire la rémunération de l'activité. Ce n'est pas ce que je fais qui est la mesure de ma rémunération, c'est ce que je suis du point de vue de la qualification.
Ça, c'est le cœur de la lutte de classe, s'agissant du statut du travailleur. Il y a un autre cœur de la lutte de classe qui est la propriété de l'outil, bien sûr. Hein, mais ça, on va pas en causer ce soir, sinon on en a pour jusque 3 heures du matin. On va en rester au statut du producteur, d'accord? Les deux institutions clés d'un mode de production, c'est le mode de propriété, le régime de propriété de l'outil et le statut du producteur. Bon, ce soir, on cause du statut du producteur. Et le communisme se construit dans notre pays en instituant une alternative au régime de propriété capitaliste et une alternative au statut du producteur capitaliste. Le statut du producteur capitaliste est un individu libre sur le marché des biens et services, agriculteur FNSEA, ou sur le marché du travail, diplômé avec un CDD de chantier, ou manutentionnaire avec un GPS. Ça, c'est le statut du travailleur dans le capitalisme. Et le statut du travailleur dans le communisme, c'est tout à fait autre chose, c'est le titulaire d'une qualification. Ce que construit le communisme en termes de statut du producteur. Le producteur, c'est pas quelqu'un qui va quémander sa reconnaissance comme producteur sur le marché du travail ou sur le marché des biens et services. Là, il est youtubeur ou il est sur le marché du travail employé de je ne sais trop quel groupe ou quel sous-traitant. Ça, c'est les formes capitalistes de statut du producteur. La forme communiste, qui encore une fois s'observe empiriquement. Moi, j'ai aucune définition du communisme, ça ne sert à rien. Marx et Engels ont les pires remarques acerbes sur l'idée de ceux qui ont un idéal communiste. Ça ne veut rien dire. On n'est pas... nous sommes en train d'observer comment une société change dans la lutte de classe. Ça suppose qu'on soit deux. Ça suppose qu'il y ait deux classes. Et là, ça va à l'encontre, Marx va à l'encontre de tous ceux qui disent qu'il n'y a qu'une classe. Alors, à son époque, la qualification, elle se constitue au départ dans les conventions collectives. Pour ça, il a fallu que les capitalistes soient devenus employeurs. Par définition, un capitaliste ne veut jamais être employeur, absolument jamais. Pour la raison très simple qu'un capital, ça se met en valeur en changeant en permanence le lieu de sa valorisation et ses formes. Or, être employeur, c'est s'engluer dans une production, sur un territoire, avec des travailleurs donnés, et ça, c'est un obstacle à la valorisation du capital. Donc, par définition, la bourgeoisie capitaliste ne veut jamais être employeuse. Donc il a d'abord fallu conquérir l'obligation pour les capitalistes d'être employeurs. Ça, c'est une immense victoire de la CGT. C'est pour ça que l'histoire officielle la présente comme une défaite. C'est le contrat de travail. Le contrat de travail qui est inventé par le Code du travail de 1910. Qui est présenté comme à l'origine de, je sais pas quoi, d'intellectuels progressistes de Bordeaux ou ailleurs. C'est jamais les travailleurs qui sont à l'origine. Jamais. Il n'y a pas de classe révolutionnaire, ça n'existe pas. Et donc, cette victoire de la CGT est très bien présentée dans un ouvrage que je vous recommande. Et faites venir Claude Didry, D-I-D-R-Y, qui est un collègue qui est sociologue du droit du travail, et qui a sorti, il y a 2 ans ou 3, à la dispute, un ouvrage, il y a 3 ans, en 2016, qui s'appelle « L'institution du travail ». Au XIXe siècle, le travail n'est pas du tout institué. Absolument pas. On chercherait en vain les moindres règles sur la rémunération, par exemple. Le moindre statut du travailleur. Le travailleur, c'est un individu libre. Mais justement, sans statut, libre. Libre de se faire exploiter. Et l'institution du travail, c'est quelque chose qui va d'abord supposer
d'imposer à des capitalistes qui veulent jamais l'être d'être employeurs. Donc l'emploi, c'est une réalité anticapitaliste qui apparaît à partir du Code du travail. C'est pour ça que le contrat de travail est présenté aujourd'hui comme une défaite. C'est l'expression de la subordination. C'est l'échange de la subordination contre une rémunération. Enfin, tous ceux d'entre vous qui avaient fait soit une formation à l'intérieur de la CGT ou du Parti communiste ou autre, soit une formation quelconque dans une fac de droit ou autre, on vous a appris que le contrat de travail, c'est l'échange de la subordination contre une rémunération. Oui. Il faut toujours que Gramsci nous dit une classe n'est dirigeante que pour autant qu'elle est hégémonique. Et qu'est-ce que c'est qu'une classe hégémonique? C'est une classe qui convainc ceux qu'elle dirige, ceux dont elle dirige le travail, de son récit du réel. Et dans le récit du réel que fait la bourgeoisie, il n'y a aucune place pour des victoires d'une classe révolutionnaire, évidemment. Donc, toute victoire est toujours présentée comme une défaite. Du coup, ça rend assez facile à lire nos affaires. Dès que dans un document officiel c'est marqué défaite, vous êtes sûr que c'est une victoire. C'est aussi simple que la façon dont les soviétiques lisaient la Pravda, d'accord? C'est très facile, il suffit de décoder, c'est très simple. C'est un Hollande. Pardon? C'est presque orwellien. C'est Orwellien. Ah, mais Orwell dit des choses extrêmement justes sur l'usage du langage. Et Gramsci disait les choses autrement, mais pareil, combien le récit est décisif. Et la construction du récit. C'est pour ça que le rôle d'un intellectuel communiste, comme je le suis, membre du Parti communiste par ailleurs, et fier de l'être, critique évidemment vis-à-vis du Parti communiste, mais c'est normal quand on en est membre, la bataille des mots est une bataille décisive. Ça fait partie c'est un élément important à la lutte de classe, bien sûr, la bataille des mots. Le Code du travail et le contrat de travail, qu'est-ce qu'il fait? Il interdit la sous-traitance. Un capitaliste ne peut pas être un donneur d'ordre qui achète de l'ouvrage déjà fait dans une sous-traitance, chez un sous-traitant. C'est interdit. Voilà, 1910, interdiction de la sous-traitance. C'est une victoire énorme de la CGT. Le capitaliste doit passer un contrat de travail avec les travailleurs. Il ne peut plus passer un contrat de louage d'ouvrage avec un sous-traitant. Très bien expliqué chez Diderot, qui remet les pendules à l'heure sur 1910, complètement. Le contrat de travail, c'est pas l'invention de la subordination, il faut arrêter avec ces conneries, d'accord? Le contrat de travail, c'est l'obligation pour les capitalistes de supprimer le passage par la sous-traitance et de s'exposer eux-mêmes comme exploiteurs. On construit contre cela, contre le travail indépendant, parce qu'elle sait combien c'est le plus exploité, et contre la sous-traitance, qui est l'autre mode de l'exploitation capitaliste. Et elle obtient, en 1910, l'interdiction de la sous-traitance. Victoire qui a été perdue depuis. Mais, et donc, la suppression du contrat de louage d'ouvrage et l'obligation d'une relation directe entre le soyeux et l'ouvrier. Et du coup, le soyeux s'expose comme exploiteur. Il n'est plus masqué derrière le sous-traitant. Est-ce que ça éclaire le rôle des lois travail depuis 6 ans, depuis que Hollande les a initiées? C'est le triomphe de la sous-traitance. Vous avez Madame Muriel Pénicaud qui vient pleurnicher à la télé sur ces pauvres PME où il n'y a pas de dialogue social. Et il faut décentraliser la définition des droits. Mais c'est l'affirmation de la sous-traitance. Ça veut dire que le capital n'a plus besoin de s'emmerder avec un droit interprofessionnel. Il va pouvoir à nouveau réimposer à ses sous-traitants ses conditions.
puisque les sous-traitants n'auront plus la possibilité de dire « Mais attendez, attendez, moi je dois respecter le code du travail. » Le code du travail, je m'en fous. C'est le dialogue. Dans chaque entreprise, vous avez la CFDT pour ça, cher ami, allez-y. Et donc, évidemment que toutes les lois travail portées par un gouvernement socialiste, évidemment, c'est classique, hein, toutes les lois travail sont le retour à l'avant-code du travail. Mais il faut bien le comprendre, c'est pas une transformation de la hiérarchie des normes, tout ça, c'est du pipeau. La question, c'est la question, est-ce que le capital est employeur ou pas? Donc, sur la base de cette immense conquête, qui est l'obligation pour la bourgeoisie capitaliste d'être employeuse, les travailleurs qui du coup vont avoir enfin un interlocuteur. Prenez les gilets jaunes. Yann Lelanne, je discutais avec lui aujourd'hui, Yann Lelanne, qui est le responsable d'Espace Marx. Ils ont fait une enquête tout à fait remarquable hein, sur les gilets jaunes, qui continue d'ailleurs. Hein. La grosse partie des travailleurs actifs chez les gilets jaunes, c'est des gens de toutes petites entreprises. Bon. Ils revendiquent jamais une hausse des salaires auprès de leur patron. Parce qu'ils savent que ça sert à rien. C'est pas parce qu'ils sont aliénés à leur patron. C'est pas des cons, les gilets jaunes. C'est parce que quand vous êtes dans une TPE ou une PME, avec un patron qui n'a aucun pouvoir économique, puisqu'il est entièrement ficelé, soit par la sous-traitance, soit par le reliquat de marché public qui lui est attribué une fois que Bouygues et FH sont passés par là, prenez le réseau du Grand Paris, tout à fait explicite de la chose, bon, évidemment que le patron n'est pas un interlocuteur. Ça ne peut pas l'être. C'est pour cela que la CGT a construit des règles interprofessionnelles, qu'elle s'oppose au patronat et non pas à tel taulier. Le taulier n'est jamais un interlocuteur, sauf s'il s'agit de boîtes, de grosses boîtes. Donc, dans sa sagesse, le mouvement ouvrier a imposé aux groupes capitalistes de devenir des employeurs. Et donc, enfin, les travailleurs ont eu en face d'eux des interlocuteurs. Et ils ont mené, sur la rémunération, une lutte de classe victorieuse, en imposant la qualification du poste dans la convention collective. La convention collective, c'est une histoire extrêmement conflictuelle. Ça démarre en 1919, mais c'est quasiment facultatif, puisque les conventions de 1919, donc c'est consécutif à 1910, hein, c'est la suite. Une fois qu'on a enfin en face de soi l'interlocuteur capitaliste, eh bien, on va entrer dans la lutte de classe sur la rémunération. C'est là qu'on va construire le salaire. Et oui. Non, mais juste, je suis sur les conventions. Tout à l'heure, vous avez dit que la qualification, elle est reconnue par les conventions collectives. Donc c'est étable, mais en fait, cette qualification, elle est donnée par les diplômes. Parce que, moi je me souviens, quand je suis rentrée sur le marché du travail, si on avait tel niveau d'études, on était étable. Si on avait une licence, on était cadre. Et si on n'avait pas de licence, on était étable dans la convention Syntec. Voilà, c'est juste, c'est pas, c'est quand même le patronat, le monde du travail qui définit la qualification. C'est le diplôme. Voilà, c'est pas que l'expérience. C'est un peu flou
pour moi. Alors, le diplôme peut être un élément, mais un diplôme qui n'est pas forcément acquis par l'école, cela dit, encore une fois. Oui. Vous pouvez avoir des validations d'expérience À l'époque, ça existait qui n'en est pas pas. trop. D'accord. Mais une des, comment dire, une des dérives, parce que le mouvement ouvrier, il a aussi ses hauts et ses bas, il a ses difficultés. Une des dérives du mouvement ouvrier, ça a été de se dire, on va, devant l'acharnement patronal à ne pas reconnaître la qualification, on va essayer de la caler sur les diplômes que le patronat reconnaît. Et donc on va dire, si c'est Bac plus 2, ce sera tel niveau de qualification, si c'est Bac plus 1, ce sera tel, etc. Ça, c'est une dérive. D'accord. C'est une dérive extrêmement dangereuse, qui dépolitise la qualification, justement, et qui l'identifie à la certification. Mais cela dit, même quand il y a prise en compte du diplôme, c'est pas du tout décisif. Avec une thèse de sciences économiques, vous pouvez vous torcher tant que vous n'êtes pas qualifié. Le diplôme ne vaut rien. Alors, il y a une condition de diplôme pour devenir maître de conférence, par exemple. Pour être qualifié comme maître de conférence, c'est une condition. Mais le diplôme ne fonde pas du tout la qualification. Ce qui va fonder la qualification, c'est le concours. Bah oui, mais dans le privé, il n'y a pas de concours. Je prenais l'exemple, je vais y venir, d'accord? Je prenais l'exemple de la qualification dans le secteur public pour bien montrer la différence entre certification et qualification. Tant que vous n'avez pas passé une épreuve de qualification, votre diplôme ne sert à rien, strictement à rien. D'accord ? Le diplôme ne vous inscrit pas dans l'ordre de la valeur, il vous inscrit dans l'ordre du travail concret, dans l'ordre de la richesse, mais pas dans l'ordre de la valeur. C'est exactement la même chose dans le privé, sauf que, pour des raisons que je vais préciser, il n'y a pas, hélas, d'épreuve de qualification. Ben non, puisque c'est le poste qui est qualifié, c'est pas la personne. C'est toute la différence entre la qualification du poste et de la personne, entre la qualification de l'emploi et la qualification personnelle, qui sont deux étapes dans la révolution du salaire. Dans la convention collective, de fait, on prend tous les postes d'une branche, donc on ne qualifie pas les personnes du tout. Non, c'est une victoire à demi, la convention collective. C'est pas une victoire totale. C'est la fonction publique qui est une victoire totale. C'est pour ça qu'elle est tellement attaquée. Dans la convention collective, on prend tous les postes d'une branche, quel que soit le travail concret. Et va avoir la même qualification, quelqu'un qui est informaticien, quelqu'un qui est dentiste, quelqu'un qui est à l'accueil, quelqu'un qui est comptable, quelqu'un qui conduit une machine, ils vont avoir la même qualification. La qualification, ça n'est pas du tout la mesure du travail concret. Et c'est en ce sens-là que c'est une très grande victoire. Parce que si vous êtes payé pour votre travail concret, vous n'en faites jamais assez. Jamais. Et si vous êtes payé pour votre travail concret, vous êtes payé pour les besoins dont vous êtes porteur, pas du tout pour la valeur dont vous produisez. Puisque ce n'est pas dans l'ordre de la valeur que c'est le travail concret, mais dans l'ordre de la richesse. Vous êtes nié comme producteur de valeur. Vous n'êtes pas légitime pour diriger la production. Vous êtes un être de besoin, vous êtes un mineur économique. Vous avez droit du pouvoir d'achat. Le mot pouvoir d'achat, c'est le mot capitaliste par excellence, s'agissant de la rémunération. Vous pouvez satisfaire vos besoins. Liés à telle tâche, par ailleurs. On ne peut pas quand même vous payer pour un truc que vous ne faites pas. Donc, il n'y a pas d'épreuve de qualification, hélas. C'est bien ce qu'il faut instituer, justement. Mais il y a une qualification des postes qui fait appel éventuellement au diplôme, mais vous pouvez devenir cadre sans diplôme. Il n'y a pas nécessité de diplôme. Donc mais il peut y avoir diplôme. Par exemple, pour avoir une qualification en médecine, il faut un diplôme. Et moi, je le souhaite. Bon. Mais
Mais ce n'est pas nécessaire partout, et c'est bien que ce ne soit pas nécessaire partout. C'est très bien, au contraire, sinon, bonjour la méritocratie scolaire. Hein. Donc la qualification, c'est aussi une façon de contourner la méritocratie scolaire. C'est très important, ça. C'est cela qu'il y a une lutte de classe des travailleurs organisés. Donc, on a un niveau de qualification qui va définir un niveau de salaire. Et c'est là que le salaire, c'est une institution anticapitaliste. Elle ne désigne pas les besoins pour faire une tâche, pas du tout. Elle désigne la qualification d'un poste. Elle pose les travailleurs non pas comme des êtres de besoin à qui on va jeter du pouvoir d'achat, et si possible du revenu de base à la Hamon, d'accord, comme à des chiens. Mais ce sont les seuls producteurs de la valeur, à condition qu'une bataille politique autour de ça. Or, la CGT et le Parti communiste ont mené cette bataille tout le temps dans les années 40, 50, 60, 70. Nous sommes les seuls producteurs de la valeur. Les capitalistes ont besoin des travailleurs, les travailleurs n'ont pas besoin des capitalistes. Ça, c'est un mot d'ordre qu'on retrouve tout le temps. Là, nous sommes dans une activité révolutionnaire. Mais une activité révolutionnaire qui s'arrête à mi-chemin. Alors j'ai dit qui a supposé une énorme bagarre. Hein. En 19, c'est seuls les employeurs signataires, les employeurs, ça c'est obligatoire d'être employeur. Pour les capitalistes, ils ne peuvent plus être donneurs d'ordre, ils sont obligatoirement employeurs. Les employeurs signataires, seuls sont concernés. Donc vous avez des branches où les plus gros employeurs ne signent pas la convention, on s'en fout, ils ne sont pas obligés. En 1937, ça c'est l'effet des occupations d'usines. De toute façon, tant qu'il n'y a pas éruption populaire, rien ne se passe. Nulle part, jamais. Les occupations d'usines de 1936 aboutissent en 1937 à ce qu'on appelle l'extension des conventions collectives. L'extension des conventions collectives, c'est l'obligation pour tous les employeurs de la branche de respecter la convention collective. Ça, c'est tellement révolutionnaire, c'est signé par les signataires de l'accord Matignon, dont sur les conventions collectives, c'est Ambroise Croizat, qui est le secrétaire de la Fédération de la métallurgie de la CGT réunifiée en 1935, qui va être à l'initiative de cette extension des conventions collectives. Les conventions collectives, c'est absolument interdit. 38. C'est le gouvernement Daladier qui interdit les conventions collectives. Vichy, évidemment, poursuit l'interdiction. Les gouvernements de la Libération poursuivent l'interdiction. Ça va être, Annie Lacroix-Ries a très bien montré comment ça va être un instrument de guerre contre la hausse des salaires au service du patronat par les gouvernements de la Libération. C'est pour évidemment que la possibilité de négocier collectivement les salaires et les maintenue interdite par les gouvernements de la Libération, et ce n'est qu'en 1950 que le verrou va sauter. Et à partir de 50, la loi sur les conventions collectives, et là, à partir de 50, moi je regarde les statistiques de grève, toute la mobilisation syndicale, c'est la convention collective. Pendant 25 ans, jusqu'en 75 à peu près. C'est-à-dire instituer le salaire à la qualification et imposer au patron de respecter le salaire à la qualification. C'est à partir du moment où la classe ouvrière va être incapable de tenir ça et la lutte contre la sous-traitance que les patrons vont tourner cette affaire par la sous-traitance, qui à partir des années 70 redevient en masse, et aujourd'hui nous sommes dans une ère absolue de la sous-traitance. Les groupes capitalistes pratiquement ne produisent rien. Et donc la CGT est parfaitement consciente de la limite de la convention collective. C'est qu'elle qualifie les postes. Du coup, elle génère le chômage. Si c'est le poste qui est qualifié, ben, il va y avoir des chômeurs. Ceux qui n'ont pas de poste, ben, ils sont chômeurs. L'origine du chômage, c'est la qualification des postes. C'est le fait que c'est le poste qui est qualifié, non pas la personne.
Donc la CGT et puis d'autre part, c'est pas nous qui maîtrisons les postes. Et si on change de poste, ben on va changer de salaire. Si on perd son poste, on est sans salaire, mais on peut se retrouver sur un poste moins qualifié, et donc avec une perte de salaire. Voilà. Donc la CGT est évidemment parfaitement consciente de la limite de cette victoire réelle qu'on appelle l'emploi. L'emploi, faut être précis, parce que sinon on va dire n'importe quoi. L'emploi, c'est lorsque le poste de travail est le support des droits. C'est ça l'emploi. Quand le poste de travail est le support des droits. Et les droits, c'est trois choses qui ont été imposées au patronat capitaliste, enfin aux capitalistes devenus employeurs. Patrons, ils sont prêts. Ça, c'est le 19e siècle, c'est le patronage, c'est la rémunération à la tâche en nature. Voilà, le patron fournit l'école, le restaurant, l'épicerie, voilà, ça c'est la rémunération à la tâche en nature. Ça, les patrons, ils adorent ça. La classe dirigeante, elle est prête à être patron, d'accord ? C'est-à-dire à être Wendel, Michelin, enfin, vous voyez, c'est ça. Donc ça c'est reconnaître les besoins. Si c'est en nature, alors là, ils fixent complètement une population qui leur est totalement redevable. Ça, ils adorent. Ça c'est une autre possibilité aussi. À la campagne. Dans la ville, ça ne marche pas, cette affaire. C'est pour ça qu'ils pratiquent la sous-traitance dans la ville. À la campagne, ils sont patrons. Ils pratiquent le patronage. D'accord. Donc, vous avez d'ailleurs un énorme débat. Patron, oui. Employeur, jamais. Ça, alors là, vous lisez les auteurs académiques liés au patronat au XIXe siècle, c'est ça, toujours. Le patronage, parfait. L'emploi, sûrement pas. Donc, l'emploi, c'est lorsque le poste de travail est le support du salaire à la qualification, avec obligation de le respecter, de la cotisation sociale, avec obligation de la respecter, et des respects des règles du Code du travail, en matière d'embauche, de licenciement, de santé au travail, d'IRP, enfin, etc., etc. C'est ça un emploi. C'est une immense conquête. Mais c'est une conquête à demi, puisque le support du droit est la propriété de la bourgeoisie capitaliste. Donc tout l'enjeu de la CGT, ça va être de faire passer la qualification du poste à la personne. C'est ça l'enjeu décisif. Aujourd'hui encore, au cœur de la CGT, la revendication de la CGT, vous avez la sécurité sociale professionnelle. Alors la sécurité sociale professionnelle, c'est le fait de passer la qualification du poste à la personne. C'est maintien du salaire entre deux emplois. Maintien du salaire entre deux emplois, quelle que soit la durée du chômage, d'accord, ça veut dire que la qualification est passée du poste à la personne. Qui paye le salaire? J'aurais une question après. Une simple observation, c'est que d'abord le lieu de cette conférence a été déplacé. Je suis venu parce que vous êtes l'auteur, je l'ai lu dans Champigny-de-Treville, de la théorie du revenu universel. Non. Oui, allez-y. Non, allez-y. Au contraire, allez-y, oui, bien sûr. Ça m'intéressait énormément d'entendre parler de cette théorie, n'est-ce pas? Puisque je pense que c'est une solution. Donc là, pour l'instant, vous ne l'avez pas du tout abordé. Vous avez abordé les fondamentaux du marxisme, n'est-ce pas? Je pense que vous allez peut-être développer sur le temps du travail, le travail comme marchandise, le temps de travail, et surtout sur la production de la plus-value, parce que c'est en fait l'objectif du capitalisme, c'est bien la production de nous-mêmes. Vous allez peut-être l'aborder, mais peut-être que dans votre plan de conférence, il y a cette théorie du revenu universel J'y viens. qui a été développée, je vous le rappelle, vous le savez bien, parce que la salle aussi par Benoît Hamon, mais c'est revenu dans la bouche de Benoît Hamon comme le revenu de base, finalement, ça n'est complètement défiguré. Donc je tombe ce soir sur l'auteur de cette théorie, je suis j'attends. Non, je suis en train de l'exposer.
je suis en train d'exposer. Le salaire à la qualification personnelle. Voilà. Le salaire à la qualification personnelle, c'est ce qui va permettre de sortir de l'emploi, de dépasser l'emploi. Mais j'ai voulu insister d'abord sur la grande conquête qu'est l'emploi. Le salaire à la qualification personnelle, c'est effectivement l'ambition de la CGT à partir du moment où elle sait que l'emploi, c'est une victoire en demi-teinte, puisque ce sont les employeurs qui décident du poste. C'est-à-dire c'est eux qui décident du support des droits. Et que les travailleurs n'ont aucune maîtrise sur le support de leurs droits. Donc tout l'enjeu pour la CGT, ça va être de construire un salaire qui, lui, cette fois-ci, est proprement communiste, c'est-à-dire un salaire dans lequel les travailleurs eux-mêmes sont le support du droit. Parce que la qualification devient un attribut de la personne elle-même. Alors, c'est là le salaire à la qualification personnelle, qui a été traduit, moi je ne parle jamais que de salaire à la qualification personnelle, mais on m'a collé l'étiquette de salaire universel, ou de salaire à vie. Si c'est comme ça, si salaire à la qualification personnelle ne fait bander personne, et puis que c'est salaire à vie qui suscite de l'intérêt, il y a des affects en politique, et donc moi je me range aux affects. Je ne sais pas pourquoi je bouderais un terme qui est plébiscité. Alors qu'est-ce que c'est que le salaire à vie ou le salaire à... Mais pardon, monsieur parle du revenu universel. Mais je réponds à sa question. Le salaire à la qualification personnelle, c'est quelque chose qui concerne aujourd'hui à peu près le tiers des plus de 18 ans. C'est-à-dire l'importance de la victoire communiste dans ce pays. C'est très important de toujours montrer qu'il y a une classe révolutionnaire qui n'est pas dans la défaite. Elle est aussi dans la défaite, ça on le sait depuis 40 ans. Qu'est-ce qu'on s'enfile comme pile, d'accord, mais il n'y a pas que de la défaite, y compris depuis 40 ans, j'y reviendrai. Et le salaire de l'emploi. 1 pour les parents, 2 pour les retraités. Parce que Croizat va mettre en place pour les retraites une transposition du statut des fonctionnaires. Marcel Paul fera exactement la même chose pour le statut des électriciens et gaziers. Marcel Paul, ministre communiste de la production industrielle, qui va nationaliser EDF-GDF. Il va copier le statut des fonctionnaires. Et encore une fois, l'enjeu, c'est est-ce que le salaire est un attribut du poste ou de la personne? Du coup, est-ce que la retraite, c'est le différé de mes cotisations passées, ou est-ce que c'est la poursuite de mon salaire? Est-ce qu'un retraité, c'est quelqu'un qui a travaillé, et puis il y a un temps après le travail, ou est-ce que c'est quelqu'un qui travaille? Croizat pose un acte qui fait des retraités des gens qui travaillent. Ils ont droit à la poursuite de leur salaire. Il va construire la retraite sans aucune référence aux cotisations. Aucune. Je vous mets au défi de me montrer le rôle de la cotisation dans le régime général. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas dans la fonction publique. Un fonctionnaire n'a pas du tout de pension en fonction de ses cotisations. Ce n'est pas la somme de ses cotisations qui décide de sa pension. Ce qui décide de sa pension, c'est son dernier salaire et la durée de son service. Et dans le privé, vous avez la même transposition. Ce qui décide de la pension, c'est le salaire de référence et la durée du service tel qu'il est mesuré par les annuités validées. Et comment est-ce qu'on valide les annuités? En prouvant qu'on a travaillé. Alors le mort saisit le vif. Pardon? Le mort saisit le vif.
C'est-à-dire le mort saisit le vif. Ah ben, le mort saisit le vif, c'est ce que nous... C'est précisément, encore une fois, la façon dont Marx rend compte de façon très juste les gains de productivité dans le capitalisme. Les gains de productivité se font par élimination du travail vivant. C'est ce que je vous dis. Eh bien, pourquoi est-ce que ça n'est pas viable? Parce que Marx montre que ça n'est pas viable, attention. Hein. Ah non, c'est absurde. Oui, c'est absurde, c'est pas viable, et c'est pour cela que Marx montre que cette contradiction qu'il y a à tuer la poule aux œufs d'or, éliminer le travail vivant, c'est éliminer la source de la valeur et donc de la plus-value. Alors, il y a tout dans le livre 3 du Capital, il y a énormément de développement sur la façon dont le capital essaye d'assumer cette contradiction, d'accord? Mais au bout du compte, il ne peut pas l'assumer. Et c'est pour cela que se construit une classe révolutionnaire. Et cette classe révolutionnaire, elle ne va pas s'appuyer sur le fait qu'il n'y aura plus de travail, et donc il faut distribuer à tout le monde 800 balles. Ouais, non, là, c'est admettre la logique capitaliste. C'est s'inscrire dedans. Et c'est pour ça que j'ai toujours qualifié le revenu de base comme roue de secours du capitalisme, parce que une classe dirigeante ne peut pas, instituer à ce point l'insécurité. Donc elle a absolument besoin de construire un minimum à numérisation, etc. Mais tout ça aura une fin. Enfin, mais on ne sait pas quand. C'est imprévisible. C'est pour ça qu'on le prépare tout le temps. Le refus de faire des boulots qu'on n'a pas envie de faire, dans des conditions qu'on ne souhaite pas faire, en perdant toute maîtrise sur notre travail, ce refus, il va forcément s'exprimer. Forcément. Et donc, les statistiques sur les 47%, c'est pas 50, c'est 47%, hein, mais ça aurait pu être 47% et demi. Oui, mais c'est tellement con que c'est précis à ce point, oui. Les statistiques sur les 47% d'emplois supprimés en 2040, c'est de la merde. Totale. Absolument totale. Qui a été démontée par des tas de collègues, enfin, ça, c'est sur des espèces de prophètes, d'accord, qui disent n'importe quoi. Au mieux, en 2040, la numérisation aura supprimé 9% des emplois ou 10%. Au mieux. Au mieux. Bon. C'est-à-dire que ça sera plutôt moins. Deuxièmement, encore une fois, moi, mon avenir, c'est pas l'emploi, c'est le travail. C'est-à-dire, tout dépend de ce qu'on appelle travail. Dans une société communiste, ce que nous sommes en train de faire, c'est du travail. Si nous voulons être à la manœuvre s'agissant de la production, mais les débats politiques deviennent des moments de la production, évidemment. Ça devient des moments de la production de valeur. C'est quoi produire de la valeur? C'est pas lié à l'activité, il faut en finir avec ça. Alors ça, je le réponds longuement dans mon prochain bouquin. Mais qu'est-ce qu'ils font, les retraités dont tu dis qu'ils travaillent? Qu'est-ce qu'ils font, les étudiants dont tu dis qu'ils ont droit au salaire? C'est pas la bonne question. Nous avons inventé le salaire, pardon? Tout à l'heure, vous avez dit le terme de PIB. Pour moi, justement, le PIB ne capte pas du tout toute cette valeur qu'a l'étudiant, qu'a le retraité. Absolument, c'est bien ça qu'il s'agit. Mais c'est bien sûr, c'est bien pour cela que être révolutionnaire, c'est changer la valeur. C'est fondamental. Et pourquoi est-ce qu'il faut changer la valeur? Parce que c'est la condition pour changer le travail concret. Si la valeur, elle est décidée par des gens qui cherchent la productivité par l'outil à la place du travail vivant, l'outil étant pouvant être totalement informatisé, évidemment que le travail concret va être complètement déterminé par ces gains de productivité, par l'automatisation. À partir du moment où nous donnons au mouvement révolutionnaire sa fonction, hein, qui est de changer la pratique du travail, c'est ça, la fonction d'un mouvement révolutionnaire, changer la pratique du travail, à partir de ce moment-là, mais nous allons pouvoir étayer ce qui aujourd'hui se manifeste, alors, dans les termes de la souffrance, hein,
qui moi me pose problème. Hein. Souffrance au travail, c'est pas un diagnostic, c'est un symptôme. Mais le travail n'est pas source de souffrance, hein. Le travail est source de bonheur. Et donc, s'il y a souffrance au travail, c'est pas en gérant cette souffrance qu'on va sortir de le truc. Hein. La souffrance au travail, il y a deux raisons dans les enquêtes aujourd'hui. Hein. Il y a ceux qui disent « j'adore mon travail, je ne peux pas le faire ». Ça, la première source de souffrance, c'est la souffrance minoritaire, c'est celle des soignants. J'adore mon travail, je ne peux pas le faire. Il n'y a pas que les soignants. Non, mais... C'est aussi dans le privé. Mais bien sûr. Bien sûr. Mais la façon majoritaire de se penser au travail, c'est j'ai eu de bonnes raisons de choisir le boulot que je fais, mais aujourd'hui, c'est plus du boulot. Ce que je fais ne correspond plus à mes convictions, à mon éthique. Ce qui n'est pas le cas des soignants. Hein. C'est pour ça que je distingue. Hein. Nous avons... Mais ce qui aujourd'hui s'exprime dans la souffrance au travail, et avec des organisations qui vont gérer la souffrance au travail dans des CHSCT. Pour moi, c'est aussi scandaleux hein, que de parler de je sais pas quoi, moi, d'hystérie féminine, de dépression de la ménopause. Vous voyez, c'est cette médicalisation de la violence sociale. Pour moi, c'est un scandale total. La gestion de la souffrance au travail. C'est pour ça que les syndicats sont inaudibles. Parce que, précisément, ils n'assument pas ce qui doit être une activité communiste, c'est-à-dire maîtriser le travail. Il n'y a aucune raison que le travail soit source de souffrance. Et la maîtrise du travail, ça alors, c'est pour cela que je dis que, y compris depuis 40 ans, n'est pas que dans la défaite. Nous avons aujourd'hui toute une partie de la jeunesse qui est dissidente. Toute une partie de la jeunesse est absolument décidée à maîtriser son travail et à ne travailler que selon son éthique. Comment vous assumez, comment on peut assumer le fait que la cotisation augmente dans un contexte mondialiste, enfin mondialisé, pardon, où on nous parle il faut être compétitif, etc. Quel argument, Bon, l'argumentation est assez facile, hein, parce que là aussi, il faut quand même pas accepter de se faire impressionner par des argumentaires à la con. Alors, premièrement, le coût du capital, c'est-à-dire le coût du capital, c'est-à-dire les intérêts et les dividendes, c'est 15% du prix de nos marchandises. 15% que nous allons supprimer. Donc nous allons baisser nos prix dans la compétition internationale en supprimant le coût du capital, qui est insupportable. Qui peut être beaucoup plus énorme que ça. Hein. Aux USA, pour produire de la santé, on ne produit jamais de santé, pour produire des soins, pour produire des soins qui ne sont pas mieux que chez nous, hein, pas du tout mieux, c'est 18% du PIB, hein, alors que nous, c'est 12% du PIB, parce qu'ils ont confié ça au capital. Ça coûte 50% plus cher. Donc, il faut arrêter avec l'idée... Dès lors qu'on se débarrasse du capital, on va évidemment réduire les coûts. On va plus faire 5 fois le tour du monde à du thé, d'accord ? On va pas construire des avions à 5 ou 6 000 kilomètres, des trucs avec des coûts de transport, des pièces, etc. absolument énormes. On va relocaliser, etc. Bien sûr qu'on va réduire les coûts considérablement. Le capital est un mode absolument dispendieux de production. Deuxièmement, c'était quoi votre truc déjà par rapport parce qu'on nous parle constamment de compétitif. Voilà, c'était ma question. Et je voudrais que comment est-ce qu'on peut augmenter les cotisations? Nous allons augmenter les cotisations massivement, absolument massivement, et ce sera des opérations blanches pour les entreprises, parce qu'elles ne rembourseront pas leurs dettes. Il faut
c'est pour ça que j'ai évoqué brièvement la question de la subvention, la place de l'endettement pour financer l'investissement. Le capitalisme en 30 secondes, c'est je suis propriétaire, direct ou indirect, parce que je suis prêteur, de l'outil de travail, je ponctionne une partie de la valeur que tu crées, et ensuite je te la prête pour que tu puisses travailler. Continuer à travailler, pour que tu puisses avoir un outil. Et tu me rembourses. Je te prête ce que je t'ai piqué et tu me rembourses. Donc il y a un moment où précisément la classe révolutionnaire est capable de dire le roi est nu. Le roi est nu. C'est absurde. Et elle l'a dit lorsqu'elle a créé la production de soins sans faire appel au prêt, sans faire appel au crédit. Il faut toute une campagne. Il y a une campagne sur l'illégitimité de la dette publique, surtout depuis 2007 où la dette privée a été transformée en dette publique puisque nous avons sauvé la mise à des actionnaires qui étaient en train de crever par une création monétaire invraisemblable assumée par l'endettement des États. Donc nous avons une réflexion qu'il faut continuer à mener sur l'illégitimité de la dette publique. Mais nous n'avons pas de réflexion sur l'illégitimité de la dette privée. Elle est aussi grande. Il est totalement illégitime de s'endetter pour pouvoir travailler. C'est illégitime. C'est nous qui produisons la valeur qui finance l'investissement. Il n'y a pas de raison qu'on s'endette. Pour qu'il y ait investissement, il faut qu'il y ait avance, bien sûr. Il faut qu'il y ait une avance monétaire. Mais l'avance monétaire, soit par création monétaire, soit par utilisation d'une monnaie déjà produite, cette avance monétaire, il n'y a aucune raison qu'elle se fasse par du crédit. Aucune. L'avance monétaire, elle peut se faire par subvention. Charge évidemment à ceux qui sont subventionnés de produire de la valeur pour pouvoir générer une cotisation qui, en T+1, permettra de subventionner un investissement nouveau, lequel, en T+2, permettra du travail plus productif ou supplémentaire, qui générera de la valeur permettant etc., de subventionner l'investissement. Nous avons inventé le cycle cotisation-subvention à la place du cycle profit-crédit. C'est ça le communisme. Pour qu'il y ait propriété non lucrative de l'outil, il faut que l'outil soit subventionné. Et donc, nous l'avons inventé. C'est pour cela que dans le programme de FI ou dans le programme du Parti communiste qui parle d'un pôle public bancaire, nous sommes dans l'erreur stratégique complète, puisque nous préconisons du crédit, alors qu'il s'agit de le supprimer. Mais encore une fois, pas par un appel à je ne sais pas quel. Je suis historien, c'est par un appel à notre histoire. Restituer l'histoire populaire. Montrer qu'une classe révolutionnaire est déjà à l'œuvre, ça nous donne des horizons, ça nous donne la pêche. Enfin, c'est autre chose que dans le truc où on va être solidaire de victimes, et comme il n'y aura plus de boulot, ben on va filer 800 balles à tout le monde. Laissons ça à un bon, enfin. D'accord. Arrêtez de vous énerver. Je vais vous poser une question très pragmatique. Je suis chef d'entreprise dans le bâtiment. J'ai 20 personnes sous ma responsabilité à qui j'essaye de trouver du travail. Je n'essaye pas de les exploiter, mais j'essaye de leur trouver du travail pour leur permettre de vivre. Et moi-même de vivre. Pour moi, j'essaye d'embaucher des gens pour leur donner du travail et pour avoir 20 familles qui vont vivre de par le travail collectif de l'entreprise. Donc ça, c'est la situation aujourd'hui. C'est une situation très pragmatique. On imagine qu'on a changé de paradigme et qu'on est devenu dans une entreprise, dans une société où le salaire à vie est instauré. Donc moi, en petit patron, je n'ai plus besoin d'assurer le salaire de mes salariés puisque c'est la société qui va, la société de par la cotisation du travail produit par l'entreprise qui va apporter le salaire aux salariés. Je n'ai plus non plus besoin de me faire chier au problème d'investissement, parce que si j'ai une politique correcte, je vais demander à la caisse d'investissement
ce dont j'ai besoin pour pouvoir faire tourner mon outil de travail et pouvoir continuer à donner du travail à mes salariés. Le seul point que je n'arrive pas à mettre en place dans votre théorie, que je comprends, hein, mais c'est comment je fais quand je motive les salariés pour qu'ils puissent continuer à produire au minimum la même chose qu'ils produisent aujourd'hui et peut-être même plus demain, en sachant qu'ils ne sont plus obligés de travailler puisqu'ils ont un salaire à vie. Ils ne sont plus obligés de venir se faire chier dans mon entreprise, se faire chier dans le bâtiment, aller par n'importe quel temps, aller se faire chier, se mettre au froid, etc. Avoir un métier relativement pénible, parce que moi je suis métallier, donc j'ai un travail qui est malgré tout pénible, je le connais, puisque je vous le pratiquez. J'étais un apprenti avant d'être aujourd'hui patron. Donc je voudrais savoir comment ça s'articule tout ça. Parce que moi, pour moi, il y a un trou dans votre théorie. Alors, la condition, c'est pour ça que j'ai parlé de surgissement populaire à propos de 46, parce que les travailleurs ont vu un enjeu de gestion par eux-mêmes d'une instance économique. Et pour moi, il n'y a pas de classe révolutionnaire s'il n'y a pas responsabilité économique. Le mot central du communisme, c'est responsabilité. Donc évidemment, ça suppose une école qui soit une école de la co-responsabilité. Donc une toute autre école. Aujourd'hui, l'école, elle est tuée, on voit bien les effets délétères de Parcoursup, mais on pourrait en prendre bien d'autres, hein. Et elle est tuée par le fait qu'elle prépare à la compétition sur le marché du travail. Et ça tue l'école, complètement. Donc évidemment, ça suppose une autre école, une école sans notes, une école sans filière, enfin des tas de choses, qui sont une éducation à la co-responsabilité économique. Et dans laquelle on apprenne la co-responsabilité. Parce qu'on ne va pas filer 1700 balles, parce que le premier niveau de qualification, ça va être 1700 balles, on ne va pas filer 1700 balles à tout le monde de 18 ans comme ça, puis démerdez-vous. Ça, c'est irresponsable. Il s'agit effectivement de construire des personnes qui soient définies par leur responsabilité. Et j'ai eu une conversation absolument passionnante avec le responsable du MEDEF, du bâtiment et des travaux publics, enfin bâtiment, travaux publics, BTP, d'un département français, enfin très gros département dans lequel il y a 10 000 entreprises de BTP et 50 000 salariés, c'est-à-dire en moyenne 5 salariés par entreprise, en moyenne disons. Et c'était le responsable du MEDEF dans ce département. Il m'a raconté la chose suivante. Il a évidemment un diplôme d'ingénieur, c'est du génie thermique. Il a un diplôme d'ingénieur en génie thermique, mais lui, son truc, c'était le sport. Il était sportif de haut niveau. Équipe de France, donc vraiment de haut niveau. Un jour, il avait 29-30 ans, son père lui a dit « Si tu reprends pas, je vends ». Il m'a dit, je ne ferai jamais ce chantage à mes propres enfants. Il a donc repris. Il a repris et il nous a expliqué. Le patron du MEDEF, hein, un type remarquable, absolument remarquable. Il nous a expliqué mes adversaires, c'est Eiffage, c'est Vinci, etc. Moi, j'ai l'obsession, il avait 60 salariés, je suis la 6e génération. Eh bien, il n'y en aura pas 7e, manifestement. J'ai l'obsession de la feuille de paye. Il faut que je tire de toute façon 60 salaires par mois. C'était 80, c'était plutôt 80. Il faut de toute façon que je sorte 60 salaires par mois. Je ramasse les miettes des marchés publics que me laissent les groupes capitalistes. Le taux de divorce chez nous est très supérieur à la moyenne nationale. La confusion entre patrimoine personnel et entreprise, elle est plus souvent fréquente qu'on ne pense. Et on a souvent bien des difficultés à cause de ça. Et je lui ai dit, pourquoi tant d'héroïsme ?
est-ce que le travail mérite le divorce? Est-ce que le travail mérite la faillite? Est-ce que le travail mérite qu'on ne se paye pas soi-même pour que les 80 mecs soient payés? Et là, j'ai senti deux réactions. Une réaction de défense, parce qu'il a construit toute sa vision de lui-même sur l'héroïsme. C'est un héros. Il donne du boulot aux autres, dans des conditions très difficiles. Et quand vous dites à quelqu'un qui est un héros et qui s'est construit comme ça que cet héroïsme pourrait être supprimé et remplacé par autre chose, ou ce ne serait plus ses salariés. Il avait dit, chaque fois qu'on embauche quelqu'un, c'est le 5e de la boîte. Il avait dit 50 000 salariés pour 10 000 boîtes. Donc chaque fois, lui c'était une plus grosse boîte, c'est pour ça qu'il était aussi au MEDEF, mais 50 salariés, 5 salariés par boîte. Chaque fois qu'on embauche quelqu'un, c'est le 5e de la boîte qu'on embauche. C'est vraiment une co-responsabilité énorme. Je lui dis, mais si vraiment ils sont co-responsables, il faut qu'ils soient copropriétaires. On va plus vous imposer de reprendre la boîte de votre famille en renonçant à une carrière de sportif de haut niveau. On va vous libérer de votre patrimoine. Mais bien sûr, mais des patrons l'entendent parfaitement, je ne comprends pas les rires. On ne s'est pas quitté, embrassons-nous Folleville, mais ce patron du MEDEF, on s'est compris. Moi j'ai beaucoup de respect pour lui, très franchement, après cette conversation. Mais il a entendu que à partir du moment où les travailleurs, à condition qu'il y ait une école de la co-responsabilité, je suis entièrement d'accord. Non mais bien sûr. Tout problème il est là. Mais oui, mais je suis d'accord. Les travailleurs sont convaincus qu'ils sont indignes. Quand vous avez, moi j'ai toujours eu des bonnes notes, comme les profs, ils ont toujours eu des bonnes notes, sinon ils ne seraient pas profs. Sauf que moi, je me rends compte maintenant, un peu tard à mon âge, que quelqu'un qui a eu 6, 7, 8, 9, 10, 11 de bienveillance, pendant 10 ans, il sort comment de l'école? Convaincu de son indignité. Absolument convaincu de son indignité. Et du coup, il va demander qu'on lui donne du travail. Il va pas vouloir diriger lui-même les entreprises. Il n'est pas prêt pour tout ça. Et donc, sur cette condition, sur laquelle on va se mettre d'accord, et qui n'est pas réunie pour le moment, ce ne sera pas vos salariés, ce n'est pas vous qui leur donnerez du boulot. Ce sera un collectif dont vous serez peut-être élu, le chef, parce que vous êtes le plus compétent dans un temps, puis ça tournera. Parce qu'il faut que ça tourne, parce qu'on n'est pas toujours aussi performant. Le problème, c'est un peu utopique aujourd'hui. Non, mais oui, mais c'est la boussole par laquelle on peut. Et vous voyez, prenons maintenant des lieux où il y a déjà un existant de dissidents. Prenons l'agriculture, la production alimentaire. Il y a vraiment toute la filière, vous avez maintenant des dissidents, c'est-à-dire des jeunes diplômés, absolument déterminés à travailler selon leur éthique. Pour produire du blé, pour produire des outils réparables, parce que par définition un outil capitaliste n'est pas réparable, et donc du coup ceux qui l'utilisent n'en sont pas propriétaires d'usage en réalité, il faut qu'en permanence ils passent par le capital, donc qui font des outils à la place de Massey Ferguson, ça existe maintenant, qui font des outils agricoles, très performants, pas le retour à la houe ou au truc, des trucs extrêmement performants, mais qui sont réparables, donc maîtrisables par ceux qui l'utilisent. Vous avez des brasseurs, vous avez des paysans boulangers, vous avez des paysans qui utilisent des semences interdites par la Commission européenne, enfin, etc., des trucs reproductibles qui ne vont pas se fournir auprès de bailleurs, etc. Vous avez des distributeurs de type nouveau, vous avez des restaurants de type nouveau, bref, toute la filière de l'alimentation est occupée de manière marginale. Et ça existe. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'attendre qu'une école modifie les choses, parce qu'il y a déjà des anticipations. C'est sur ça que je voulais insister, sur cette bonne nouvelle de la fraction importante de la jeunesse qui aujourd'hui est décidée à ne pas produire de merde pour le capital. Ce que nous avons accepté, nous, en échange de droits, on a accepté de produire du rafale, de produire de la merde. On a accepté de le faire. Et donc, cette
cette jeunesse non schizophrénique, il s'agit de lui offrir des institutions macro, ça on a su construire. On a su construire le style de fonction publique, le régime général, etc., etc. Des institutions macro qui vont la sortir de la marginalité, parce qu'elle est totalement marginale pour le moment. Nous allons créer une sécurité sociale de l'alimentation. Mais moi je transpose ça aussi au logement. Une sécurité sociale du logement. Cette sécurité sociale de l'alimentation, nous allons la créer en utilisant le modèle de la sécurité sociale du soin. C'est-à-dire que nous allons créer une cotisation qui sera une opération blanche pour les entreprises. C'est-à-dire que si vous faites une valeur ajoutée, pour le moment dans la réflexion qu'on a avec des agronomes liés à la Confédération paysanne, ce serait une cotisation qui serait de 8% de la valeur ajoutée. Donc c'est énorme. Pour collecter 120 milliards. C'est-à-dire vraiment quelque chose qui puisse sortir de la marginalité toute cette production de l'alimentation ayant envoyé au plot l'agro-business. Parce qu'il faut arrêter de se lamenter, il faut aussi proposer autre chose. Et donc les boîtes ne peuvent pas consacrer 8% de la valeur ajoutée en plus à la cotisation, c'est impossible. Il faut donc prévoir une opération blanche, les boîtes ne rembourseront pas à hauteur équivalente leurs dettes. Ça suppose une bataille politique sur l'illégitimité de la dette d'investissement. Donc, supposons une boîte qui fait 1 million d'euros de valeur ajoutée, elle aura 80 000 balles de cotisation, mais elle ne remboursera pas 80 000 balles de dette. Ce serait une opération blanche. Il faut que boîte par boîte, vous voyez ce que ça suppose pour les organisations politiques et syndicales de travail. Tout ça est long, bien sûr, ça se fait pas en 5 minutes. Comment est-ce qu'on va ensuite utiliser ces 120 milliards ? 100 milliards iront directement aux usagers. C'est-à-dire que les cartes vitales, on a tous une carte vitale, sera abondée de 100 € par personne et par mois. Ça représente à peu près 100 milliards. 100 € par personne et par mois pour acheter de l'alimentation, soit brute, soit élaborée, peu importe, mais dans la limite de 100 € par personne et par mois. Auprès de qui ? Auprès de professionnels conventionnés, exclusivement. Comme on a fait exactement pour la santé. Et on ne va pas conventionner, évidemment, Lidl, Carrefour, Massey Ferguson et tout l'agro-business. On va conventionner tous les alternatifs. Sauf qu'il n'y en a pas assez aujourd'hui pour assumer ça. Donc les 40 autres milliards, ce sera pour subventionner l'installation et en particulier sortir la terre du marché. Il y a plein de terres qui aujourd'hui sont à vendre, qu'il faut acheter, pour la sortir du marché, justement. Pour la sortir du marché et faire une terre qui soit un bien commun avec des bails amphithéotiques. Donc une propriété d'usage, mais pas de propriété patrimoniale. La terre ne peut pas être l'objet d'une propriété patrimoniale. Ça suppose toute une campagne aussi là-dessus, bien sûr. Et donc vous voyez que on va armer d'une institution macro des travailleurs indépendants ou des collectifs plus gros, mais qui vont être sortis de la logique, pas de la logique du marché. Attention, moi je crois au marché. Les biens vont rester des biens à prix. Et les usagers choisiront parmi les producteurs. Libre choix du producteur, bien sûr. C'est très important. Tout comme il y a libre choix dans la limite du désert médical, il y a ou des conventionnés de secteur 1, quand il n'y a plus que du secteur 2, le libre choix il est un peu bon, il faut évidemment supprimer le secteur 2, mais là, vous voyez l'efficience là, elle est par le fait que ces producteurs ils sont confrontés à une logique marchande, ils sont pas et vous comprenez, alors, vous allez me dire que c'est un optimisme sur l'homme. Oui, moi je ne pense pas qu'on puisse être révolutionnaire si on n'a pas un optimisme sur l'homme. Non, vous êtes... Si, ben c'est ça, voilà, tout à fait. Et donc, de fait, il y a le pari sur le fait que la responsabilité génère des capacités. Ce que je voulais soulever, la première, c'est, vous parlez beaucoup d'essayer de faire une révolution
du travail, sur le mode de travail, repenser complètement ce mot-là. Et j'ai l'impression que vous mettez en parallèle de la politique Macron, comme si d'un côté il va avoir la population qui va repenser le travail et réussir à le mettre en application, tout en gardant un système politique en place officiel qui va continuer sans faire attention à nous. Et quand vous parlez de révolution, vous parlez que la révolution du travail en passant complètement à côté du côté la révolution aussi du mode de fonctionnement politique. Je vois mal aller l'un sans l'autre. Alors, merci. Hein, allez-y. Oui, vous aviez annoncé deux choses. Oui. La deuxième chose, ce qui m'a étonné, c'est les statistiques qui ont été données pour 2040 où les machines auront remplacé les humains et qu'il y aura plus. Non, mais j'ai répondu que c'était bidon, ça, non. Oui, mais ce qui m'étonne, c'est qu'il y a des gars, quoi, faire des stats, ça coûte de l'argent. Ils ne sont absolument pas penchés sur le fait que d'ici 20 ans, il y aura un grand changement par rapport aux ressources, comme le pétrole qui, lui, d'ici 20 ans, la question sera réglée. Pareil pour les métaux rares, en fait, les machines pourront absolument... On n'a pas la Terre ne pourra pas assumer... Allez sur votre question, s'il vous plaît. Le fait de pouvoir remplacer l'humain, du coup, je ne vois même pas pourquoi ils sont embêtés à se poser la question. Alors, oui, j'ai déjà évoqué la seconde question, donc je voudrais me centrer sur la première. C'est-à-dire, donc, marcher sur les deux pieds, politique et économique. Alors, moi, je suis économiste du travail, historien de la sécu, enfin, etc. Donc, j'ai une compétence dans ce champ-là et j'ai appris à ne parler que dans mon domaine. Donc, je n'ai rien à dire sur la démocratie politique, donc je n'en parle pas, mais c'est évident, un élément. Hein. Cela dit, je voudrais quand même répéter que la révolution, c'est la révolution du mode de production. Nous avons une classe révolutionnaire qui a réussi, c'est la bourgeoisie. Donc il faut regarder son histoire. La bourgeoisie, elle n'a jamais pris le pouvoir politique comme condition du changement du régime économique. Jamais. Jamais. Elle a pris le pouvoir politique après qu'elle ait pris le pouvoir économique. Toujours. Alors plus vite en Angleterre qu'en France parce qu'elle était plus mature en Angleterre, donc ils ont coupé la tête du roi au XVIIe, nous on a attendu le XVIIIe, et de toute façon ça a été fait à la fin. Le changement de régime politique, hélas, dans nos imaginaires, peut-être depuis la révolution soviétique, j'en sais trop rien, je ne suis pas spécialiste ces questions-là, mais je constate que le changement de régime politique, la prise du pouvoir d'État, est devenu pour nous un préalable à la révolution. C'est une faute stratégique. Pourquoi ? Parce que tant que la production est dans les mains de la bourgeoisie, vous pouvez gagner toutes les élections présidentielles que vous voulez, ça ne sert à rien, ça donne Syriza. Oui, et là, donc, en restant dans la question du mode de régime justement qu'on a actuellement, et que ça fait 200 ans qu'on sait que ça ne marche pas. Non mais je voulais dire ça parce que chez un certain nombre de militants, peut-être pas chez les jeunes qui votent pas, etc., qui sont beaucoup plus incrédules et à juste titre vis-à-vis de la démocratie représentative, ils croient que c'est de la merde et ils ont raison. Mais chez des gens plus âgés comme moi, qui ont été nourris à l'idée que la démocratie c'est l'élection de représentants, on y croit. Hein. Bon, c'est dommage, mais on y croit. Et alors, quand ça devient, on croit que c'est par la victoire à la présidentielle qu'on va changer la vie, ça devient dramatique, d'accord ? Et donc, je veux insister sur ce point, hein, que d'autant que nos partis politiques se sont englués dans la gestion des affaires communales et autres, qui n'est pas fausse, d'accord, mais qui a déplacé la bagarre sur le terrain électoral, alors que la bagarre, elle est quand même dans la conquête du travail, pour moi, sur les lieux de travail. Alors maintenant, vous avez parfaitement raison que la bourgeoisie
elle n'a pas pu s'emparer de l'activité économique sans modifier la loi. Et il a fallu pour ça qu'elle soit au pouvoir de temps en temps. Oui, mais sur des strapontins. À partir du moment où nous avons posé que les travailleurs sont les responsables de la production, moi je fais confiance à cette mise en responsabilité.